Bonjour et bienvenue à tous. L'exposition Parure de fête à Liège nous propose de découvrir 36 tapisseries de Saumur au Trésor de la Cathédrale et à l'Archéoforum, et cela jusqu'au 6 mars prochain. C'est un événement culturel vraiment exceptionnel à ne pas manquer. Vous avez encore un mois. Nous allons retrouver Étienne Vaquet, conservateur du patrimoine à la conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire, qui nous offre un avant-goût de l'art de la tapisserie, un art multiséculaire. Les pièces les plus anciennes de l'exposition datent du XVe siècle. Étienne Vaquet, bonjour. Nous allons parler des tapisseries et de l'art de la tapisserie qui remonte à l'Antiquité. Oui, c'est un art qui remonte à l'Antiquité, on en a des exemples. On a après des exemples assez merveilleux de l'art copte, donc l'art chrétien égyptien. Et puis en Europe, finalement, il faut attendre le XIIe siècle pour qu'on voit réellement les premières tapisseries réalisées, d'ailleurs qui sont conservées à Hildesheim par exemple, ou à Oslo. Et il ne faut pas confondre la tapisserie avec la broderie, car on a une tenture plus ancienne qui est la broderie de Bayeux. Alors on a improprement dit c'est une tapisserie, ce n'est pas une tapisserie. Alors la différence majeure, c'est qu'une broderie, c'est une toile enrichie d'un motif avec un fil par-dessus, alors que la tapisserie, si vous enlevez le moindre fil, vous avez un trou, ce qui n'est pas le cas pour la broderie, bien évidemment. Donc c'est vraiment constitutif de l'ensemble. Alors après, ces premiers exemples que l'on a au XIIe siècle, qui sont des tapisseries peu hautes, qui mesurent à peu près 1 mètre, 1,50 m au maximum. C'est-à-dire que ce sont des petits métiers à tisser qui sont employés. L'art de la tapisserie va se développer beaucoup à partir du XIVe siècle. On en voit notamment au Palais des Papes d'Avignon. Mais généralement, ce sont des tapisseries à motifs répétitifs qui sont des fleurs. Il y a très peu de tentures qui appartenaient au pape à ce moment-là, qui sont à des sujets religieux. Alors pourquoi avoir des tentures si importantes en nombre au Palais des Papes? C'est parce qu'on a des grandes salles et la tapisserie peut servir de cloison mobile. Donc c'est extrêmement commode de pouvoir avoir de rescinder les espaces. Donc c'est pas vraiment pour réchauffer l'ambiance, mais l'ambiance, oui, mais pas les températures en tout cas, mais pour pouvoir fragmenter, puis surtout apporter un autre monde. Quand on arrive au milieu de ces tapisseries, imaginez des tapisseries qui vont à peu près du sol jusqu'au plafond, eh bien on est dans un autre monde, on n'est plus dans le monde de l'architecture que l'on voit ordinairement. Et ça, le duc d'Anjou, Louis Ier d'Anjou, qui était le fils de Jean II le Bon, roi de France, frère de Charles V, roi de France lui aussi, régent de France à la mort de son frère, il l'a très bien compris, c'était un très grand mécène. Très rapidement, il a eu jusqu'à 74 tapisseries, lorsque son frère, le roi, n'en avait qu'une vingtaine. C'est dire. Et là, il est encore jeune, il a 25 ans. Et il va continuer en commandant une tapisserie extraordinaire qui est la tenture de l'Apocalypse, qui se voit toujours à Angers, qui a survécu malgré tous les événements épouvantables qui ont pu traverser la France. Et c'est une tapisserie qui est là hors norme. Puisque je vous parlais de tapisserie qui mesurait 1,20 m, 1,50 m de haut, peut-être par 3 à 4 mètres de long, cette fois-ci on est avec des tapisseries de 6 mètres de haut, et avec une longueur de la tenture qui est composée de 6 pièces de tapisserie. En tout, ça fait 120 mètres de long. Donc nous sommes là avec, je dirais presque des monstres, à manipuler ces tapisseries. Chaque pièce faisait plus de 25 mètres de long. C'était extrêmement difficile. Et on arrive, grâce à lui, à un nouvel âge de la tapisserie qui crée réellement son monde autour de lui. Et cela, Louis Ier, eh bien, involontairement, va influencer son frère, le duc de Bourgogne, qui se trouve héritier de la Flandre à ce moment. Or, en Flandre, il y a une grave crise économique du textile. La concurrence des laines d'Angleterre est telle que c'est dramatique. Et le duc de Bourgogne a l'idée de convertir une partie de ses artisans en lissiers. Et pour cela, il va donner l'exemple, il va faire des commandes nombreuses, somptueuses, et il va les offrir à toutes les cours européennes, même jusqu'à... il va même en offrir un exemplaire à Bajazet, c'est dire à quel point elles vont se diffuser. Et grâce à ces exemples, tous les membres de la cour vont admirer ces œuvres qui sont vraiment extraordinaires, et ça va faire, je dirais, boule de neige, et c'est comme ça qu'on va avoir l'un des plus grands siècles de la tapisserie, qui est celui du XVe siècle. Mais avec des tapisseries qui, au début, vont être encore plus longues. La plus longue connue est la bataille de Rosbrook, qui mesure 39 mètres de long. Mais elle est tellement difficile à manipuler, parce qu'une tapisserie, ce n'est pas un décor fixe, on les bouche, eh bien, il a fallu la couper en 3 pièces, en 3 morceaux, une trentaine d'années après, parce qu'autrement elle se déchirait, c'était impossible à gérer. Donc c'est un art
somptuaire. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, ça c'est évident. Et la cour commence par ces grandes commandes, et puis il va être suivi par l'Église. Mais qui dans l'Église? Eh bien, en réalité, souvent, ce sont les confréries, ce sont les dons de l'abbé personnellement. On a des exemples dans l'exposition qui est ici à Liège. On a certaines confréries, celle du Saint-Sacrement à Saint-Pierre-de-Saumur ou celle de Saint-Sébastien, qui vont offrir sur leur propre denier. Ce sont donc de simples fidèles. Et puis à l'opposé, on a l'abbé de Saint-Hilaire, Saint-Florent, à côté de Saumur, eh bien, qui va offrir sur ses propres deniers une tapisserie à son abbaye. Enfin, offrir, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il l'a fait réaliser en 1524, mais malheureusement, il n'est pas très aimé de ses moines, si bien qu'il va être chassé de son abbaye, et comme il est chassé, il prend sa tapisserie avec lui. Et il devient archevêque de Bourges. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Cependant, à sa mort, dans son testament, il lègue cette tapisserie à l'abbaye dont il avait été chassé. Donc elle est revenue 30 ans plus tard dans l'abbaye pour laquelle elle a été faite. Étienne Vaquet, les centres de production de tapisseries vont se multiplier. Il y en aura dans l'actuelle Belgique et en France, un peu partout. Oui. L'un des plus grands centres au XIVe siècle, début du XVe, c'était Paris. Et qui va le rester d'ailleurs au XVIe siècle de manière importante. Alors il y en a bien évidemment à cet endroit-là, à Lille, à Arras, beaucoup plus connu à Bruxelles, à Bruges, plus tard à Anvers, mais il y aura au fur et à mesure d'autres centres que l'on dit secondaires, parce qu'on a très peu d'exemples qui demeurent, notamment du côté de Toulouse. Il y en aura aussi à Tours. Alors Tours, c'est sur les bords de la Loire, c'est tout près de Saumur, on est à une 60aine de kilomètres. Et dans l'exposition que vous avez ici, vous sont rassemblées pratiquement la totalité des pièces connues de Tours pour le XVIe siècle. Et c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on ne le trouvera nulle part ailleurs. Et cette exposition nous montre des tapisseries uniques faites pour un lieu précis avec un programme iconographique très particulier. Alors, Étienne Vaquet, on pensait un temps que finalement ces corporations, ces lissiers étaient itinérants. Et vous avez découvert que ce n'était vraiment pas le cas. Oui, parce que comme c'est un art qui coûte cher, c'est-à-dire que derrière, il y a beaucoup de temps passé. Une tapisserie, pour la réaliser, souvent met 2, 3, 4 ans. Donc il faut quand même pouvoir assumer financièrement cela. Et ce n'est pas quelqu'un avec son petit métier à côté de lui qui va pouvoir bouger, les mettre sur un chariot et se déplacer de ville en ville. Donc c'est plutôt l'inverse. Ce sont les commanditaires qui vont voir les lissiers, qui sont bien installés dans leur ville et qui ont leurs ateliers, leurs apprentis. Cependant, il y a, aussi les ateliers itinérants n'existent vraisemblablement pas. En revanche, il y a des associations d'ateliers. Et c'est là où tout devient beaucoup plus complexe pour se dire « Ah, ça a été fait dans telle ville ou dans telle autre ». Quelle est la particularité d'une tapisserie dans un site? Eh bien, ce n'est pas du tout évident, puisque à Paris, par exemple, il y a un atelier qui s'associe pour certaines tapisseries à d'autres ateliers, pas toujours de Paris. Il y a aussi des filiales. Un atelier parisien a une filiale à Tours. Et puis, il y a parfois des associations avec des villes comme Paris, Lille, ça c'est pour la tenture de l'Apocalypse, où aussi on a un autre phénomène, c'est que les lissiers eux-mêmes bougent. C'est-à-dire qu'ils trouvent que les conditions de vie ne sont pas celles qu'ils souhaitent dans telle ville, eh bien, ils vont offrir leur service dans une autre ville et ils s'installent pour devenir employés, pour devenir maîtres, suivant le cas, si bien qu'ils emportent parfois aussi avec eux des cartons qui bougent, si bien que c'est très très difficile quand on n'a pas une marque, comme ça il arrivera à partir du XVIe siècle, le fameux BB de Bruxelles-Brabant, là on sait que c'était fait dans la ville de Bruxelles. Mais auparavant, quand on n'a pas ces marques-là, on peut difficilement être sûr du lieu de réalisation. Et c'est simplement pour des raisons stylistiques, mais qui tiennent à pas grand-chose, puisque si les cartons bougent, si les artisans bougent, finalement, on a une qualité et un dessin qui peut être semblable dans plusieurs endroits différents. Donc, pour les périodes anciennes, on est extrêmement prudent sur l'idée de dire c'est la tapisserie de telle ville ou de telle autre. On met des hypothèses, mais finalement, est-ce que c'est ça le plus important? Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y avait une production dans une ville, mais on ne peut pas forcément connaître, identifier la production elle-même. Et donc voilà, on a des ateliers principaux, et on a des ateliers secondaires, on l'a dit, et puis il y a ce qu'on appelle les zones franches. Qu'est-ce que c'est? Alors, les lissiers sont organisés avec des corporations. Un système
qui est très important, très rigide. Dans une ville, il y a un nombre donné de maîtres et il ne peut pas y en avoir plus. Donc généralement, en plus de ça, le fils du maître est prioritaire pour le devenir lui-même. Donc c'est très très cloisonné. Et il y a des volontés royales, et notamment Henri IV, qui, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, en France, va trouver un peu dommageable que, pour orner les châteaux français, on se fournisse en tapisserie à l'étranger, c'est-à-dire dans les provinces unies, dans les régions où nous sommes aujourd'hui, et il va proposer alors de faire des zones exemptes du principe des corporations, dans Paris par exemple, à Saint-Germain. Donc la corporation des lissiers de Paris ne pourront rien dire aux artistes qui vont s'installer là et qui vont faire finalement la grande richesse de Paris très rapidement. Et de cela ont découlé la création par la suite des Gobelins. Donc c'est dire... Après, ça rentre dans le rang, on va dire, ça redevient dans la corporation. Mais il y avait des privilèges pour attirer les gens, pour avoir une meilleure qualité et surtout une force de production beaucoup plus importante. Et ça a très bien fonctionné, puisqu'à partir du XVIIe siècle, Paris redevient un grand centre de production. Mais c'était une petite révolution en soi, hein? Tout à fait. Ça, c'est toujours les exemptions, c'est le fait du prince. Qui est très important et qui permet de bousculer les parties trop contraignantes pour certaines choses et qui souvent finalement ont des très bons effets. Et ça, d'avoir cette liberté-là, c'est de tout temps. C'est toujours important de se dire, ben voilà, il y a une règle, mais il faut aller plus loin, il faut sortir un petit peu de la règle pour pouvoir améliorer les choses. Étienne Vaquet, la grande majorité des thèmes s'inspirent de textes bibliques, n'est-ce pas? Oui, ce sont des thèmes religieux. C'est aussi pour ça qu'on a pu les présenter dans le trésor de la cathédrale. Toutes les pièces qui sont ici appartiennent aux églises de Saumur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Avec des choses un peu surprenantes, c'est que, comme on le disait pour les processions, on présente toutes les belles pièces. Et parfois, dans les trésors des églises, il y a des pièces civiles. Et là, le hasard de l'histoire, que l'on n'a pas encore élucidé, il y a une tenture, la tenture des sauvages, donc ça n'a absolument rien de religieux, qui se retrouve dans l'église Notre-Dame de Nantilly au XIXe siècle. C'est une tenture du XVe siècle, sans aucun équivalent. On connaît des histoires de sauvages, mais pas celle qui est racontée dans cette tapisserie. La source même, eh bien, elle est encore inconnue. Mais la plupart des tapisseries sont en effet à sujet religieux. Et on s'est demandé longtemps si elles avaient été faites pour les lieux où elles sont conservées. Alors, quand on a les archives, c'est merveilleux. Et on a pu faire des découvertes dans des archives récemment qui ont permis d'attribuer 3 tapisseries aux églises de Saint-Pierre ou de Notre-Dame de Nantilly, plus la tapisserie de Saint-Florent. On sait que c'était fait pour cet endroit-là. Mais quand on regarde de manière un peu plus large pour savoir au moment de la Révolution française, où il y a un inventaire assez précis de tout ce qu'il y a dans les églises, dans toutes les paroisses, mais pas uniquement de Saumur, j'ai regardé ça pour tout l'arrondissement, donc la moitié du département de Maine-et-Loire, eh bien il n'y a pas de tapisserie ailleurs qu'à Saumur. Par conséquent, les tapisseries anciennes qui se retrouvent dans les églises de Saumur aujourd'hui, provenaient assurément des églises locales. Avec en plus de ça des thèmes mariaux très importants. Or, il y a une église importante, c'est Notre-Dame de Nantilly. Donc ces tapisseries ont été faites pour cette église-là précisément, et c'est ça qui est intéressant. Alors, on a des sujets de la Bible, il y en a aussi, mais là qui ont peut-être été faites pour l'Académie protestante de Saumur, qui était l'un des grands centres d'enseignement du protestantisme en France. Et puis après, qui s'est retrouvé dans une église lorsque, en 1685, il y a la révocation de l'édit de Nantes qui ne permet plus aux protestants d'exercer le culte comme ils le faisaient précédemment. Et nous avons des tapisseries qui sont aussi des vies de saints, et notamment la vie de Saint-Florent, qui est une très belle tenture de chœur qui se déploie sur 30 mètres, donc ce n'est pas rien, et qui est une histoire qui raconte la vie de ces 2 frères, Saint-Florent et Florian, qui viennent d'Allemagne, qui traversent la France pour arriver en Anjou. Ils vont fonder l'abbaye qui porte le nom de l'abbaye de Saint-Florent, qui va avoir encore des histoires à l'intérieur. Et quand on voit cette histoire assez miraculeuse, on se rend compte qu'elle s'appuie sur des hagiographies d'autres vies de saints,
Mais celui qui a commandé la tenture, c'était vraiment un savant. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et même s'il y a 31 mètres de long, quand on regarde la tenture, il manque des scènes importantes de la vie de Saint Florent, notamment le passage miraculeux du saint par le Rhône. Sur le Rhône, sur une esquif qui devait normalement prendre l'eau, et miraculeusement, il traverse le Rhône. Mais pourquoi? C'est pour aller entendre la messe. Eh bien, cette scène qui était importante quand même, c'est montrer la foi qui porte sur l'eau, eh bien, elle n'est pas représentée. Or, dans la tenture de sa vie de Saint Florent, on commence par 3 scènes où n'apparaissent pas les saints. C'est-à-dire qu'on avait la place pour évoquer le passage du Rhône, on ne le fait pas. C'est-à-dire que derrière, il y a un autre message. Et c'est là où on se rend compte que finalement, on est en train de calquer la vie de Saint Florent sur l'Apocalypse, pour pas une partie, sur la Passion pour une autre, sur l'incarnation du Christ, et puis après sur la vie elle-même du saint, qui est la vie du chrétien en réalité, avec en même temps sous-jacent des histoires propres à l'abbaye elle-même. C'est-à-dire qu'on a un double discours. Et une vie de saint n'est pas à prendre au sens premier, c'est-à-dire c'est des choses assez extraordinaires. Évidemment, quand un enfant meurt noyé et qu'au bout de 3 jours, on retrouve l'endroit où il est noyé et en plus de ça, on le ressuscite aussitôt, aujourd'hui, ça fait quand même... on se dit, c'est pas forcément très crédible. Mais un noyé qui ressuscite au bout de 3 jours, ça nous fait penser au Christ qui ressuscite au bout de 3 jours, et le noyé, c'est-à-dire l'eau du baptême qui fait ressusciter après. Et comme par hasard, sa mère qui était aveugle retrouve la vue. C'est donc grâce à la résurrection du Christ, en réalité, qu'on retrouve la vue, c'est la foi finalement qui apparaît. Donc je crois que c'est tous ces discours-là qui sont à retrouver, à s'en imprégner. Alors il y a des petits quatrains qui sont tissés, qui permettent d'expliquer non pas le sujet sous-jacent, mais le sujet premier. Mais après, c'est une réflexion, car ces tentures, ce n'était pas le grand public qui les voyait, c'était les moines de l'abbaye, donc des personnes d'un niveau culturel assez élevé, dans le domaine évidemment ecclésiastique et liturgique, et surtout des textes. Et donc eux, ça les faisait réfléchir, ils voyaient la différence, et c'est beaucoup plus enrichissant, plutôt que d'avoir quelque chose, de dire une pierre, c'est une pierre. Non, une pierre, c'est quoi? Pensons aux évangiles. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est quelque chose d'autre à voir au-delà, et c'est ça qu'il faut retenir, plus que l'aspect purement miraculeux des choses. Étienne Vaquet, à côté de cette grande majorité de thèmes religieux, il y a également les thèmes profanes. Oui, en dehors de la tenture des sauvages, et là on a le superbe bal des sauvages notamment, il y a la chasse aux faucons, qui est la plus ancienne des tapisseries présentées ici, qui date des années 1440, et qui est à mettre en relation avec les fameuses tentures des chasses de Devonshire qui se trouvent au Victorian Albert Museum. Et ces chasses, c'est évidemment un art aristocratique, c'est vrai, et vous verrez des femmes, beaucoup de femmes, autant que d'hommes d'ailleurs. Mais pourquoi? C'est tout simplement l'évocation en même temps de l'amour courtois. Et c'est tout un jeu entre les hommes et les femmes. Et là, c'est une femme qui tient le petit capuchon qui normalement aveugle le faucon, c'est-à-dire c'est elle qui est maîtresse du faucon. Autrement dit, elle est en train de donner à l'homme, et l'homme va le recevoir, donc c'est lui qui s'avoue comme étant le sujet de sa dame. Donc on a tous ces échos derrière. Là encore, c'est une tapisserie à regarder au premier degré, bien évidemment, mais aussi avec beaucoup plus d'élévation, et surtout en évoquant la littérature du XVe siècle. Et puis vous pourrez regarder ce que l'on peut faire en technique de restauration, car dans cette exposition, on pourrait faire aussi toute une visite sur la manière dont on restaure, qui a beaucoup évolué depuis 30 ans. Et là, notamment pour la chasse aux faucons, on a utilisé, là où il y avait des manques, qui étaient importants, de la sérigraphie. Et je pense que si vous vous mettez à 5 mètres, vous ne voyez rien. Et quand vous vous rapprochez, vous dites « Ah, en effet, il y a quelque chose », mais il faut vraiment le savoir, il faut vraiment le voir et y porter attention. Donc je crois que c'est ça l'intérêt de la restauration, c'est redonner à voir. Avec une certaine distance, on oublie la restauration, mais si on s'en rapproche, on n'a aucun doute sur ce qui est restauré de ce qui ne l'est pas. Oui, tout à fait. Alors, finalement, il y avait des tapisseries qui étaient vraiment dans un très mauvais état. Hein. Ce que vous venez de dire, c'est impressionnant. Oui, et c'est là l'un des problèmes. Alors, ce qui est étonnant pour la chasse aux faucons, c'est qu'il y avait une petite morceau de tapisserie qui faisait bouche-trou, mais qui était aussi du XVe siècle. Alors, on l'a enlevé, et c'est fabuleux parce que c'est une tapisserie sans envers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit fil qui pend en revers, mais qui était une tapisserie de table.
C'est-à-dire que ce n'était pas fait pour être sur les murs, mais pour être posé sur les tables tout simplement, avec des armoiries de la famille de Dinchin. Et c'est ce qui ouvre finalement au premier étage, ce qui accueille les visiteurs. C'est ce petit fragment, on l'explique de cette manière-là, parce que la tapisserie c'est mural, oui, mais ça sert aussi pour les meubles. D'accord. Alors, pour terminer, une dernière chose, vous l'avez mentionné déjà, nous sommes accueillis, le visiteur est accueilli ici au Trésor de la Cathédrale avec deux tapisseries des Gobelins, c'est aussi des sujets profanes. Oui, ce sont les enfants jardiniers, donc là, des petits-enfants qui font les travaux des jardins pendant l'hiver et pendant le printemps, pour celles que nous avons présentées ici, et qui sont dus à Lebrun, le fameux Charles Lebrun, peintre de Louis XIV. Et cette tenture va avoir un très grand succès, puisqu'on en connaît un certain nombre d'exemplaires, je dirais officiels, qui ont été réalisés à la demande du roi, et puis d'autres qui ont été commercialisés, mais toujours dans les ateliers royaux, et c'est le cas pour celle-ci. Étienne Vaca, tout grand merci. Merci à vous et à bientôt, j'espère.